Vous avez du temps? Il peut y avoir un petit boomerang politique quand même dans cette histoire. C'est une étude, Henri Sterdignac, qui est signée du Trésor. Alors on a des créations nettes d'emplois, on a le sentiment que le marché de l'emploi se porte bien quand on le regarde de très haut, comme ça au global. Oh, des créations nettes d'emplois. Seulement le Trésor a voulu décortiquer un petit peu la structure du marché du travail. On n'apprend pas fondamentalement des choses très nouvelles, mais ça va mieux en le disant, comme on dit. Et alors, il constate que l'industrie moyenne technologie a tendance à se contracter, notamment dans des zones rurales où elle pouvait être forte, au profit d'une industrie à beaucoup plus forte valeur ajoutée, l'aéronautique, la pharmacie, la chimie, au profit des services en recherche et développement, en finance, des services aux entreprises, avec des industries traditionnelles, automobiles, produits électriques, machines et équipements qui perdent du terrain. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la demande d'emploi intermédiaire est moins importante. Vous avez une demande d'emploi très peu qualifiée qui existe, une demande d'emploi très qualifiée qui existe. On a du mal à recruter dans les entreprises parce que du coup, des gens n'ont pas les formations correspondant aux besoins de l'entreprise. Et puis, on a des zones rurales qui étaient autrefois industrialisées et qui souffrent de cette situation. Que vous inspire cette étude du Trésor ? D'abord, c'est une étude qui est très bien faite, qui est très intéressante à lire, faut le dire. Donc, faut conseiller aux gens d'aller la consulter. C'est une étude qui porte sur longue période, enfin 2000-2016, donc qui est pas tout à fait sur l'actualité la plus récente, et ça, elle nous apprend rien, peut-on dire, mais elle nous confirme quelque chose que nous savons, qui est la disparition des emplois traditionnels, moyennement qualifiés, ouvriers, dans l'industrie, dans de nombreux secteurs industriels, et qui faisaient également. Il y a la même chose dans les services, puisque dans les services, ce qui se développe, c'est d'un côté les services à la personne sous-payée et de l'autre les services dits très qualifiés dans la finance ou l'assurance. Et donc on a cette image que nous connaissons bien, qui pose des problèmes lourd à notre société, qui fait que les jeunes des milieux populaires, qui avant trouvaient relativement facilement à s'insérer par des métiers industriels, aujourd'hui ils les trouvent plus, qui fait que d'un côté on a une partie de la population qui est contrainte d'avoir des emplois services à la personne mal rémunérés, ou avec tout ce que ça représente de concurrence avec les immigrés, voilà. Et puis de l'autre côté, on a des métiers extrêmement... on a d'abord des secteurs qui sont en difficulté, donc on a des jeunes à qui on a dit allez dans tel ou tel secteur comme l'industrie automobile, qui disparaissent complètement, et le rapport montre bien la particularité de la France, qui est que les multinationales françaises investissent massivement à l'étranger et ne rapatrient pas les biens, mais se contentent de rapatrier les profits. Et puis de l'autre côté, on a des secteurs extrêmement qualifiés qui se développent, avec le problème que vous avez soulevé, qu'il faut d'abord former avant de pouvoir se développer. Donc c'est intéressant. Ce qu'on peut critiquer dans le rapport, c'est qu'ils reprennent la thèse du patronat, des impôts à la production excessifs en France, en mélangeant dans les impôts à la production des choses qui ne sont absolument pas des impôts à la production, comme la taxe sur les salaires ou le forfait social. Voilà. Mais je pense que c'est une étude qu'il faut lire. Alors, sont pas tous les impôts ne pèsent pas directement sur la valeur ajoutée, ou sur le chiffre d'affaires, mais en tout cas ce sont des impôts qui sont en amont des profits. C'est dans ça qu'on les appelle impôts de production. Non, parce que la taxe sur les salaires qui remplace la TVA n'est pas... Il faut considérer que la TVA est un impôt sur la production, et que le forfait social qui remplace des cotisations sociales, là aussi, c'est pas un impôt sur la production. D'accord, Henri. Du point de vue économique. Non, mais réaction à cette étude qui confirme une photographie que nous connaissons, Emmanuel Combe. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe dans l'automobile, ce secteur qui est systémique et qui va muter de manière radicale très rapidement, où il faudra 2 personnes pour un moteur à essence quand il en fallait 3 pour un moteur thermique, où le concessionnaire ne vendra plus à un particulier mais à des flottes de leasing, où l'on ne possédera plus son véhicule mais où on en paiera uniquement l'usage. C'est une transformation majeure qui implique des grands constructeurs et l'ensemble d'un circuit de sous-traitants absolument colossal. Donc on peut se retrouver devant cette photographie avec une situation socialement très compliquée à gérer dans quelques années. D'autant plus compliqué que, comme vous l'avez dit, c'est surtout une polarisation. C'est pas la disparition des travaux peu qualifiés. Vous l'avez dit, Henri, il y a une demande très très forte de travailleurs non qualifiés. Et tous ces jobs intermédiaires qui ont une caractéristique, c'est qu'ils sont routiniers. Or, qui dit routine, dit automatisation possible. Et dans l'étude, il y a un autre aspect qui est très intéressant, c'est la dimension territoriale. Et on retrouve en effet cette fameuse fracture entre le nord-est de la France
France, et puis des régions gagnantes, notamment l'Ouest, la Bretagne. J'ai été assez étonné quand on va vraiment sur les régions agroalimentaires. Mais il y a quand même une note, je l'ai trouvé plutôt optimiste, cette note sur un autre aspect, c'est le début qui est de dire la France, à qui on a quand même reproché pendant 30 ans de n'être jamais spécialisé. Finalement, on était bon en tout, excellent en rien. On vous dit, bah là, la France a vraiment des avantages comparatifs révélés. Pour reprendre l'expression du CEPI, on les connaît. Hein. C'est tout ce qui est aéronautique, transport, la chimie, bien entendu l'industrie du luxe, les boissons. Et là, on voit vraiment un renforcement de la montée en gamme. En fait, on a vraiment cette dimension de montée en gamme. Et qui dit montée en gamme dit également montée en gamme des qualifications. Donc c'est quand même aussi une bonne nouvelle. Et on voit à l'inverse l'automobile, vous l'avez dit, hein, en plein déclin. Pas que l'automobile, hein, assez inquiétant aussi. Je regardais la pharmacie. Hein, on voit aussi notre spécialisation qui était très très forte historiquement. Mais on va vers une économie, en effet, d'avantages comparatifs extrêmement spécialisée. Et finalement, on peut lire aussi le déclin d'automobile comme le fait qu'on n'ait pas pris le chemin de la montée en gamme. Vous voyez bien que les gammes françaises sont plutôt du milieu de gamme. On n'est ni sur le luxe, ni sur de l'entrée de gamme, sauf peut-être pour la Logan. Alors les optimistes vous diront toujours que c'est propre à toutes les grandes transitions de l'histoire de l'économie. Et quand on passe d'un monde à un autre, il y a une phase de transition compliquée. Sauf que là, on a un nouveau rapport qui n'apporte pas énormément de solutions. Alors je ne sais pas si les impôts de production en sont une. Allez-y Stéphane Van Nuffel là-dessus. Moi je vais vous dire, je ne l'ai pas lu en détail parce que je pense que mes deux co-débatteurs sont beaucoup plus à même d'avoir une vision économique, macroéconomique en tout cas du sujet. Moi ce que j'ai retenu en tout cas de ce que j'en ai lu en transversalité, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'en gros c'est un rapport. Et alors les rapports français ont cette spécificité, soit ils sont très donneurs de leçons, soit en fait ils ne sont que constatations. Et en tout cas, moi je l'ai pris comme ça. Alors c'est très intéressant, Henri l'a dit tout à l'heure, finalement on n'apprend pas grand-chose. C'est quand on est un tout petit peu dans les affaires, entre guillemets, ou quand on observe la vie des affaires, objectivement on sait déjà ce qui est en train de se passer. Et l'exemple de l'automobile est très intéressant, parce qu'on en a déjà parlé sur ce sujet. Je vais pas faire l'affront. Henri et Emmanuel en parlaient, mais moi vous savez que je suis très schumpeterien, pas forcément dans les théories de Schumpeter en réalité qui ont maintenant quasiment 80 ans, 90 ans, donc c'est plus de... Mais en tout cas, dans cette notion que de la transition peut sortir des choses optimistes. Je fais partie des optimistes dont vous parlez. Et dans l'automobile, c'est pas dramatique. Ce qui est triste, c'est pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est triste, c'est qu'on prend pas le virage. Il y a plein de sujets dans lesquels on est en train juste de se dire ah bah oui, on perd des emplois intermédiaires. Mais l'automobile n'est pas morte. En fait, il y a une automobile de demain qu'il faudrait constituer. Alors on va faire quoi? On va la laisser encore aux Allemands et on va la laisser encore aux États-Unis. Il y a quand même un groupe français qui s'est lancé dans une grande opération. Qui est bel et bien destiné à préparer l'avenir. Alors après, quelles en seront les conséquences sociales à terme? Quand ils ont lancé ça? Tout récemment. Ah oui, voilà. Mais Tesla, ça existe depuis quand Tesla, les brevets. Tesla vaut plus à lui seul en bourse que ils ont 100 ans. Fiat et PSA réunis. Déjà, les Allemands faisaient des voitures électriques il y a déjà 100 ans, qui n'ont pas commercialisé parce que c'était beaucoup plus cher à préparer que le pétrole. Mais voilà, donc c'est ce que je veux dire juste, c'est voilà, ce qu'il faut retenir de ça, c'est moi j'ai ressenti qu'il n'y avait pas vraiment de surprise. Et je suis peut-être un peu à part parce que dans mon métier, comme l'a dit Henri, on n'a que finalement des bac+5, etc. Donc on n'est pas confronté tous les jours à cette difficulté de trouver un emploi intermédiaire, parce que les gens qui travaillent pour nous sont des gens qui théoriquement sont mieux préparés. Et c'est là-dessus juste que je voulais terminer, c'est que oui, on peut discuter, on peut faire des rapports de constatation statistique, économique ou macroéconomique tant qu'on veut. Si on ne met pas, et je crois que c'est Henri qui l'a dit, la formation au centre du sujet, ça ne servira à rien. Toute transition ne peut pas être préparée uniquement par un constructeur privé qui va décider demain de faire. S'il n'a pas la main-d'œuvre adéquate, mobile, préparée, ça marchera pas. Voilà. Alors après, je vais en profiter quand même pour dire, bon, si on peut lui alléger un peu la CVAE et autres impôts de ce type-là, qui pour moi n'a aucun sens économique. Je parle pas de la taxe sur les salaires ou des charges sociales. Je parle juste de ces gens. Mais c'est pas le problème. Pour moi, le problème aujourd'hui, dans l'industrie en particulier, la moyenne industrie en France, c'est que les jeunes sont mal formés. On leur donne pas envie de faire ce type de métier qui, s'ils sont aidés par des machines et non pas remplacés par des machines, peuvent redevenir des métiers intéressants parce que, forcément, robotisés de l'ère du 21e siècle. Voilà le problème, je pense, de notre pays. On démarre toujours trop tard à l'allumage. C'est mon point de vue. On va marquer une pause. Alors, il y a une information qui peut être rassurante de la part du MEDEF. C'est une étude qui a été publiée par le patronat 7 ans après le rapport Gallois. Il regarde un petit peu le déclin industriel de la France, qui n'est pas une surprise que tout le monde connaît, mais comme si on était arrivé à une sorte de plancher. Comme si on avait arrêté, ça y est. On a 10%. Ouais, dire qu'il y a un ralentissement du déclin, ça se discute. D'accord. Ça dépend de la manière si on calcule en pourcent ou en points. Quand on calcule en pourcent, ça continue. Alors, ils ont regardé la part de l'industrie dans la valeur ajoutée, le déficit commercial et les parts de marché de la France à l'export. On pourra en dire un mot si vous voulez dans un instant. Après, on évoquera les fameux 3% qui ont été ressuscités ou enterrés par Emmanuel Macron la semaine dernière.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Emmanuel Combe, il est professeur à la Schema Business School, vice-président de l'autorité de la concurrence. Il a publié le Low Cost, c'est la nouvelle édition qui a été publiée à la découverte, et également le petit manuel irrévérencieux d'économie. Henri Stardignac, co-animateur des économistes atterrés, et Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. Oui, un mot, Henri, par rapport à cette étude du MEDEF. La part de la valeur ajoutée dans l'industrie, c'est 16% en 2000, on tombe à 11,5% en 2013, et on est un petit peu en dessous de 11 en 2018. Le déficit commercial, 5,4 milliards en 2000, on monte à 62 milliards en 2013. On est un peu en dessous de 60. Les parts de marché, les parts de la France à l'exportation, 17,6% en 2000, on tombe à 14 en 2013. On est un petit peu en dessous à 13,6 en 2018. Serions-nous arrivés à une espèce de plancher du recul de l'industrie dans l'économie française? Oui, on est arrivé à un grand nombre d'industries qui avaient la particularité de reposer principalement sur l'emploi peu qualifié, ont disparu et sont partis dans les pays émergents ou dans les pays de l'Est, soit du fait de la concurrence, soit du fait simplement de la délocalisation. Et puis, naturellement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques secteurs qui pointent, mais c'est des secteurs qui, en termes de valeur ajoutée, représentent relativement peu par rapport à ceux qui ont disparu. Et ceux qui ont disparu, ça ne peut pas être négatif, donc il y a un plancher. Le ralentissement du déclin, il faut y voir une bonne nouvelle, même si jamais... Oui, mais ça dépend comment on le mesure, si on le mesure en points ou en taux de croissance. En taux de croissance, c'est peanuts. Hein. Ouais. Et puis attention, Emmanuel Combe. Attention à la typologie service-industrie. Il me semble que dans l'étude de l'INSEE, il y a quelques années, on montrait qu'une partie du déclin entre guillemets industriel était en fait des reports de l'externalisation. Hein. Oui. Je me sens sur mon cœur de métier, j'externalise et l'employé Renault qui faisait du ménage devient employé d'une entreprise de service. Donc il y a aussi un effet de composition qui explique pas tout. Hein, je suis d'accord avec vous, mais faut voir précisément que si le MEDEF a bien corrigé des effets, de cet effet de sous-traitance qui est très important effectivement. Emmanuel Macron, dans The Economist cette semaine, a mis les pieds dans le plat, alors pas uniquement au niveau français, puisque lorsque l'on parle des règles budgétaires qui ont été entérinées par le traité de Maastricht en 1992, on inclut forcément l'ensemble des pays de la zone euro. C'était les règles de qualification à l'entrée dans l'euro, 3% de déficit public, 60% de dette publique, et il considère que c'est une règle d'un autre siècle. Alors factuellement, il a raison, elle est, d'après l'histoire, inscrite sur un coin de table en 1982. À l'époque, c'est François Mitterrand, la France est à 100 milliards de francs de déficit public, ça correspond à 3%. 3%, c'est un truc assez vendable à l'opinion, les Allemands ça les rassure. Si on a ce niveau-là, a priori on devrait avoir une monnaie unique dans l'avenir qui pourrait être plutôt forte. Mais voilà qu'il veut remettre en cause ce dogme des 3%. Henri Stardignac, est-ce que vous êtes sur cette idée-là qu'il faut